Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'ingénieur du dimanche, la chaîne qui vous permet un petit peu de découvrir le cloud à partir de zéro jusqu'à avoir une infrastructure stable, autonome, scalable. Donc on va pouvoir mettre en pratique un certain nombre de choses. Donc je profite de cette vidéo qui est la cinquième vidéo que j'aimais pour rappeler un petit peu le contexte dans lequel j'ai créé cette chaîne. Cette chaîne a pour vocation d'accompagner euh, les ingénieurs, les informaticiens à appréhender au mieux l'environnement du cloud, à être rassurés par rapport aux coûts, par rapport à ce qui se passe, maîtriser leur périmètre, ne pas partir à l'inconnu tout seul, mais vraiment être accompagné. Et voilà, donc cinquième vidéo et bon, je fais un petit retour par rapport à la vidéo de la semaine dernière où j'étais pas en forme du tout pour présenter, mais je voulais quand même présenter quelque chose. Pour information, la vidéo, je pense que je l'ai fini vers minuit, 1 heure du mat, donc peut-être que c'est pas fini vers dimanche, mais plus vers lundi. Euh, c'est important que voilà, quand on s'engage à faire quelque chose, le faire jusqu'au bout. Le but étant que voilà, on challenge sa propre motivation. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses. Moi j'ai un engagement, c'est celui vraiment de faire des vidéos qui vous permettent à partir de zéro et en suivant étape après étape de mettre en place une solution vraiment robuste. Ok, donc maintenant c'est la cinquième vidéo. Donc on va attaquer le vif du sujet. Ce qu'on va faire en premier, c'est un peu pour profiter de l'environnement du cloud. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va se positionner sur une nouvelle branche, comme chaque semaine. Donc ça sera 005. Ah oui, git checkout-b. Donc maintenant, on a créé notre branche. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc en étape 1, comme je l'ai expliqué à chaque fois, voilà la facilité avec laquelle on crée et on détruit des users. Bon, on pourrait dire, Walid, mais pourquoi tu détruis des users comme tu le fais? Bon, je vais faire sourcer déjà le fichier où il y a les credentials de mon admin que j'ai créé. Je rappelle que voilà, on n'utilise pas le compte root pour se connecter, ni pour avoir des secrets, ni rien du tout. On crée un compte admin auquel on donne tous les pouvoirs. Mais même ce compte-là, on ne va pas l'utiliser. On va pouvoir utiliser des comptes user avec des profils bien spécifiques pour être sûr que voilà, si notre compte venait se faire pirater, au moins on est protégé. Donc on va avoir des comptes qui n'ont pas besoin de voilà, même le multifactor authentication ou le MMA. Donc par rapport à ça, comme à chaque fois, je crée, je détruis mon user. On va faire quelque chose de particulier aujourd'hui, c'est que je vais essayer de créer. Déjà, je vais faire mon TerraGrant Apply qui va me permettre euh, de créer les users Walid Mancia sur le cloud. Donc une fois qu'il sera créé, je pourrai avoir accès à ces credentials. Je vais les afficher en premier lieu. Je vide un petit peu tout ça. Bon, j'ai eu de nombreuses fois cette erreur-là qui dit voilà 0M c'est la console, c'est que Terraform il génère du texte avec des couleurs et c'est pas compatible avec DOS. Donc DOS convertit les couleurs avec ces symboles-là. C'est ce qui rend un petit peu la chose un peu compliquée à gérer. Donc pour pallier à ce problème-là, moi j'ai pas besoin de couleurs. Bon, si vous êtes sur du Linux, ça va être assez simple. Voilà, no color, ni au niveau du plan, ni au niveau du apply, ni même au niveau du validate. Parfait. Donc si je refais si je refais un plan, on va voir que je ne vais plus avoir les couleurs, mais je ne vais plus avoir ça, ces messages-là. Donc on va le voir. Voilà, donc on peut voir, il affiche bien le texte Terraform sans aucune mise en forme de couleur.
Ok. Ce point étant fait, on va passer à la suite. Donc la suite c'est quoi? Donc on va fermer tout ça. Comme on le sait, donc là je vais pouvoir afficher les informations concernant mon user. Donc soit bon, le compte sur lequel il a été créé, son username, son mot de passe, son access key et son token key et le token secret. Donc ces éléments-là, donc je les affiche, mais voilà, comme vous le savez maintenant, vous pouvez les recopier parce qu'au final ils seront détruits. Ce que je vais essayer de faire, c'est, comme je l'ai expliqué, il y a un un fichier bash que j'utilise qui contient mes access credentials. Bon, celui-là, je ne vais pas vous le montrer pour éviter voilà, d'être piraté. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer un code qui va me permettre, avec Makefile, qui va me permettre de sortir, comment dire ça, il va nous permettre de sortir un fichier source qui pourrait être exploité pour utiliser le compte user classique. Et donc, pour faire ça, ce que nous allons faire, c'est créer donc du coup on va dire, on va l'appeler tempops pour ops temporaire, dans lequel je vais faire un echo-e export AWS. Bon, je vais le copier pour être sûr que je ne me trompe pas. Égal C. Donc une fois que je fais ça, je vais écrire tout ça dans un fichier qui s'appelle current.profile. Après, je vais recopier la commande qui me permet de, on va dire, de sortir le access key, donc le Terraform output sur un current file. Après, je vais faire la même chose pour le access key. Et je vais faire la même chose pour récupérer cette valeur-là. Ce que je vais rajouter, c'est une suppression du fichier s'il existe, juste pour m'assurer que voilà, il n'y a aucun souci dessus. Après, je pourrais le laisser, mais ça va faire concaténer un petit peu les différents éléments. Donc maintenant que c'est bon, cette partie-là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire donc bon, make tempops closure égal valide underscore Mancia. Bon, c'est normal, il ne peut pas le supprimer parce qu'il n'existe pas. Par contre, si je l'affiche maintenant, le current profile, je vais voir qu'il a été bien rempli. Donc ce que je vais faire là, c'est je vais sourcer, avant de sourcer, c'est que je vais savoir déjà qui suis-je. Donc il y a une commande là qui fait AWS STS getColor identity. Donc on peut voir que je suis cet utilisateur là. D'accord? Bon, je vais rajouter ça ici. Et là, je vais rajouter cette commande. Non, c'est pas celle-là. Cette commande. Donc c'est bon. Donc là, si je fais maintenant make ou amai, donc là, il va exécuter la commande et va me dire que je suis admin. Maintenant, si je source le fichier current.profile,
et j'exécute la même commande encore une fois, il va me dire que qui suis-je? Bah, je suis Walid Mancia. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc en exportant le token qui est l'access key et l'access secret, euh, ça me permet voilà, d'être ce nouveau utilisateur. Ici, j'ai besoin de reprendre un petit peu mon identité en tant qu'admin. Je n'ai qu'à sourcer donc mon fichier .admin. Et là, si je lui demande qui suis-je, donc je suis redevenu admin. Donc là, voilà un petit peu l'histoire. Pourquoi je fais ça? Je fais ça essentiellement pour être en mesure de travailler avec ce nouvel utilisateur que je viens juste de créer, d'accord? Et après de le détruire quand j'aurai fini. C'est un peu dans ce sens-là que je fais cette partie. Ok. Ceci étant fait, le travail s'arrête à cette échelle, à ce niveau-là. On va faire, ça a été rapide aujourd'hui à ce niveau-là, mais on va revenir plus tard. Donc je vais faire git status. Voilà. De niveau git add commit-m. Ce que je vais faire, c'est que je vais committer donc ça, donc IDD 005, création d'un user temporaire. Voilà. Donc, ceci est fait. Maintenant, je vais pusher mon travail. Parfait. Donc, maintenant, j'ai une merge request qui a été créée. Parfait. Donc, submit. Merge. Et c'est parfait. Et maintenant, mon code a été mergé et vous pouvez aller le consulter dès que vous aurez vu cette vidéo. Donc là, c'est bon, ça se push et c'est bien. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire au niveau de ce groupe-là, c'est qu'on va créer un nouveau projet et on va l'appeler TF Module. D'accord. Il sera public, on va l'initialiser avec quelque chose. Le but de ce projet-là est d'y déposer un petit peu tout ce qu'on aurait besoin. C'est un peu tous les modules, comme on l'a vu sur sur le projet, on utilise ici un module, donc pour le user, pour le rôle, pour l'organisation. Quand on utilise ces rôles-là, on utilise on va dire, un chemin local. Bon, pour ce projet-là, c'est pas un souci, mais pour les projets qu'on va faire par la suite, des projets applicatifs, là on peut voir que voilà, là c'est un chemin relatif. Ce qu'on va pouvoir utiliser, on va utiliser des chemins vers des repos Git où on va versionner notre projet. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est cette partie-là. Donc, en première chose, ce que nous allons faire, c'est donc on a créé le projet. On va aller sur notre ici, on va fermer toutes ces fenêtres-là. On va revenir vers la racine et on va cloner ce nouveau projet qu'on vient de mettre. Ah, c'est pas git cloner, c'est git clone. Donc voilà, j'ai cloné donc mon projet. J'ai un projet TF module qui est là, dans lequel je pourrais déposer tous les modules Terraform dont j'aurais utilité. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que ce fichier-là, ce dossier-là en général, et même le groupe dans sa totalité, il va être versionnable. Qu'est-ce que ça veut dire versionnable? Déjà, je reviens là. Checkout master. Git pull pour être d'écart. Donc, qu'est-ce que ça veut dire versionnable? Ça veut dire que
je vais générer des versions pour savoir, voilà, je suis arrivé à telle version de mon d'un module de mon infra, à savoir qu'un module d'infrastructure, c'est rien de plus qu'un moule, on va dire, c'est une version d'un moule. C'est comme si, voilà, on sortait des véhicules et on mettait une version pour savoir demain retrouver dans quelle version ça marchait, dans quelle version ça marchait moins bien. D'accord. Donc là, donc j'ai créé mon projet, mon master, tout ça c'est bon. Ben, je reviens sur la fondation. Là, il se pose la question. euh, Maintenant, si je crée comment dire, le, si je crée le système qui va versionner, qui va l'exécuter, ce système-là? Et bien, comme on a pu le voir ici sur GitLab, GitLab nous propose une solution intégrée pour faire voilà, via DevOps, pour faire on va dire, exécuter des tâches automatiquement via un fichier qu'on appelle GitLab CI. Donc, ce fichier-là, il fait partie du bloc de la CI/CD, d'accord? Et il est exécuté à l'intérieur de Runner. Aujourd'hui, donc, on va voir qu'il y a euh, trois catégories de runners. Donc, il y a les shared runners. Donc, shared runners, ce sont des runners mis à disposition par GitLab pour qu'on puisse les utiliser. Par contre, ils sont limités et voilà, dans le temps d'exécution. Et on pourrait acheter des plans pour voir. Donc, on va voir un petit peu le système de pricing. Donc, voilà, euh, d'une façon gratuite, on a le droit à 400 CICD minutes. Donc, pour $4 par mois, on a 200 minutes. Même si là, je ne sais pas pourquoi, free usage public open source project. Ah voilà. Donc nous on est open source, donc on a jusqu'à 2000 minutes de CI. Je pense pas qu'on aurait besoin de 2000 minutes, même 400 minutes. Ce qui représente combien 400 minutes? À peu près 6, 7 heures à peu près, 6 heures et quelques. D'accord. Voilà. Donc, on va utiliser donc le specific runner et on va pouvoir utiliser cette partie-là. À savoir qu'idéalement, il faudrait utiliser ses propres runners. Pourquoi? Parce que le runner, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer tout le code de votre projet et il va l'exécuter. Donc, il faut juste être sûr qu'on n'utilise pas on met pas des logins, des mots de passe, des trucs secrets à l'intérieur même de nos fichiers qu'on va versionner sur GitLab. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose à craindre, mais bon, c'est pas négligeable. Donc pour peu qu'un développeur fasse une erreur et mette le login et le mot de passe, ça peut faire une faille de sécurité assez importante. Après, on pourra voir dans une future vidéo ce qu'on appelle des notions de pré-commit. Mais avant d'arriver, on va dire, jusque-là, on va revenir sur notre projet, d'accord, au niveau des TF modules. Donc là, si je me positionne sur ce projet-là, je vais faire donc je suis sur master, ça c'est bon. Checkout-B. Donc c'est une nouvelle semaine de IDD 005. Je vais donner un nom, c'est le. Oh, c'est comme ça. Ok, ça marche. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on aura besoin pour avoir une pipeline sur la CI? Bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est un fichier qui s'appelle GitLab CI.yml. Donc, dans ce fichier-là, on aura besoin de mettre en place des stages. Donc, ça, c'est des stages. Et donc, dans ces stages, on va dire validate. Ou on va directement attaquer le stage release. C'est notre objectif du jour. On verra par la suite un peu on va dire les autres stages. Donc, une fois que j'ai défini mon stage,
je vais définir mon job. Donc un stage, ça regroupe des jobs. Donc je vais définir donc release aussi. Dans le stage release. Donc on va dire release tout simple. Allez, on va rester simple. Dans lequel on va exécuter un script qui va être ls. Donc si je fais git add étoile git commit -m adding ls, voilà, on fera plein de commits pour cet exercice là. Git push, donc là voilà, donc là je vais avoir ma merge request, je vais pouvoir la créer, je vais dire delete and squash commit. Bon, squash c'est parce que je vais revenir à l'état de 0. Donc là ma pipeline elle est verte et c'est ce que je voulais voir. Donc si je vais sur la CI/CD et je vais voir les pipelines, aucune s'est déclenchée. Pourquoi? Donc en allant sur la CI/CD, on peut se rendre compte que donc, le job est bien passé. On va voir que ça s'est déclenché. Et le résultat du ls, il a bien affiché readme et tout s'est bien passé. Tout ça est bien beau. Maintenant, au niveau de notre console, ce que nous allons faire, donc on a notre job, tout est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est Docker n'est pas démarré, c'est normal, parce que comme je ne l'utilisais pas beaucoup, il utilise beaucoup de processeurs, donc du coup, je l'ai laissé endormi. Il me demande de mettre à jour, je ne veux pas mettre à jour. Donc je vérifie maintenant est-ce qu'il est bien démarré ou pas. Il est démarré et c'est parfait. D'accord. Maintenant, ce que nous allons faire, donc dans ma fondation, donc on a dit que j'avais plusieurs comptes. Bah, avec le master, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nouveau répertoire que je vais appeler donc c'est un 01. Ça sera Docker local. Donc là, c'est pour dire, voilà, le type c'est un Docker. Et voilà, donc ça je vais dire dedans, mais je vais même aller plus loin, je vais l'appeler master local, master Docker. Je sais pas quel nom donner, on va aller sur Docker. Et après, je vais dire que c'est un Docker local. Allez. Je vais dans toutes les ressources locales de Terraform. Donc, de quoi j'ai besoin ici? Donc, ce que j'ai besoin, c'est déjà de créer un conteneur. Donc, je vais essayer de créer un conteneur à ce niveau-là. Donc, je vais aller voir donc, Docker. Donc, à partir de ce niveau-là, on va donc créer un nouveau. Donc, on va l'appeler GitLab Runner. Donc, pour faire ça, donc pour créer un runner, donc pour aller dans le détail, pour créer un runner, c'est vrai que la création du runner à elle toute seule, elle peut prendre quasiment plus d'1 heure.
Euh, mais vous venez dans la CI/CD, vous allez ici, vous avez ici toutes les étapes pour créer votre propre runner. D'accord? Donc on peut rechanger les tokens comme on veut, on peut faire ce qu'on veut à ce niveau-là. Donc ça permet d'être plus autonome. Euh, et donc pour que ce soit tout le code soit terraformé, ce que nous allons faire ici, c'est donc là j'ai créé ça, donc ma partie CI elle marche. Donc maintenant je vais créer mon module runner que je vais après mettre dans le dossier local, l'appeler depuis le dossier local. Donc en étape 1, donc je vais avoir toujours un main.tf. J'essaie d'aller un peu. Donc main.tf, je vais faire quoi? Je vais juste me baser sur mettre, on va dire, des éléments que je connais pour la création du runner. Donc un fichier de variable. Donc c'est un projet que j'avais déjà testé. D'accord? Mais je vais le structurer avec vous. Donc le main, comme on a vu, il contient que comment dire que main, il ne contient que voilà la déclaration. Ça, j'en ai pas besoin parce que c'est un module. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc après le runner, j'ai besoin de le configurer. Donc j'ai un fichier de configuration de template qui va se baser sur un template. Donc je vais ramener le template aussi avec moi. Donc là c'est la configuration. Les seuls éléments variables sont voilà le nom du runner que je veux avoir et ici le token que j'aurai besoin de CT. Ok, parfait. Donc là, c'est un peu toutes les variables dont j'ai besoin, les volumes, les images, etc., etc. Maintenant que mon module est bien défini, je viens là et je définis mon main.tf. Quelque chose que j'ai oublié de faire puisque j'utilise TerraGrant, c'est de faire un fichier ici pour représenter un fichier TerraGrant.hcl. Donc, ce sera yai docker local.tfstates. Ici, ça sera donc docker local. C'est vrai que c'est des sous-projets normalement, mais c'est pas grave. Je vais faire ça. Donc, je vais l'appeler docker local. Voilà. Pas besoin de plus. Ici, je vais l'appeler GitLab runner. Main.tf va être dedans. Parfait. Et à l'intérieur de mon main.tf, pardon, de mon dossier runner, ici, mais bon, les dépendances ne servent à rien parce qu'il n'y a pas de dépendance. Donc, on a fini par faire toute cette opération-là. On a notre main. Donc, dans notre main, qu'est-ce qu'on fait? Notre main, comme tous les autres mains de tous les autres projets qui sont importés, j'aurais juste besoin de importer toute la configuration. Même si on n'a pas besoin de provider AWS pour cette partie-là. Le module en question, ça s'appelle GitLab runner. Ici, on va revenir quelques niveaux plus haut. Ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que comme le projet il est local, je ne suis pas obligé de comment dire ça, je ne suis pas obligé de committer ou d'avoir une référence dynamique. On va le voir après, une fois que j'aurai fini et m'être assuré que ça marche comme je le souhaite, je pourrai le configurer. Donc là, j'ai configuré. Ici, en termes de variables, je vais reprendre toutes les variables du module parce que c'est de quoi j'aurai besoin. Donc là, c'est les variables du module. Donc si je vais là,
Je les pose là, ça c'est parfait. Donc ça c'est l'ensemble des variables. Par contre tout ça c'est des inputs de mon module. Donc là tous ils sont là. Par contre à faire maintenant c'est un peu le... Là, faire le ménage. Ça c'est bon. Après je vais enlever tout ça. Je vais ok. Ça c'est les variables. Donc avec IntelliJ on peut copier directement. Après on fait égal var point comme ça. Donc ce qui permet là. Donc là je suis bon. Est-ce qu'il y a une utilité pour la région? Je ne pense pas qu'il y ait une utilité particulière pour la région. Contre voilà, moi je fais déjà des fois des... Ici le provider AWS, on n'en a pas besoin. On a besoin que de celui de Docker. Je vais vérifier quand même un petit peu. Et tout ça, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, donc c'est parfait. Donc ici, au moins, je peux économiser une variable qui ne me sert à rien. Parfait. Donc ici, j'enlève la variable en question. Et je l'enlève des variables que je dois importer ici. Ça marche. Donc, pour la lisibilité sur Terraform, idéalement, il faut que les égales soient alignées. Pourquoi? Ça permet plus facilement après de sélectionner un groupe. Comme si par exemple je voulais sélectionner que ça, donc ça sera plus facile. Donc c'est plus intéressant de faire comme ça. Ok, ça marche. Donc là, je vais avoir un fichier qui s'appelle local.tvars. Ok, parfait. Comme je l'ai dit ici, je vais récupérer toutes les variables. Attendez. Avec le égal, tant qu'à faire. Ok, je vais aller sur local et je dois les définir tous. Par contre, ici, je dois lui dire que je n'ai... C'est local.tvar. Et pour le apply, c'est local.tvar. Parfait. Donc là, j'ai mon main. Je peux définir mes différents éléments. Et maintenant, ici, runner config path. Bien le configurer. Très bien. Ici, c'est un runner config path. Parfait. Et ici, dans la variable, on va changer ça par on va essayer de voir cette variable que j'ai modifiée. Est-ce qu'elle est utilisée quelque part? Donc elle est déclarée là. C'est tout. Du coup, elle n'est pas utilisée non plus. Ouais. Comme quoi, c'est une variable inutile.
les prendre une à une. Ok, elle n'est pas utile, pas parfait. Celle-là, elle n'est pas utilisée. Ça montre un petit peu, des fois, on a beaucoup de répétitions dans le code. Donc celle-là, elle est utilisée, c'est parfait. Token, je suis sûr qu'elle est utilisée. Celle-là, je suis sûr qu'elle est utilisée. Celle-là, elle est utilisée. Elle est utilisée. Elle n'est pas utilisée. Donc on va enlever ça. Parfait. Donc ce qui simplifie grandement notre, on va dire notre, si, tac, tac, c'est bon. Donc je vais sur mon main, tous les éléments dont j'ai pas besoin, je peux m'en passer. Et ici, je peux m'en passer. Parfait. Donc là, je resélectionne avec le égal, c'est mieux. Parfait. Donc, runner name, on va l'appeler myLocalRunner. Ok, ça marche. Pour le token, on va aller le récupérer directement sur ici. Avant de continuer, je vais désactiver les shared runners. Ce qui aura pour effet que, voilà, je vais disable le group runner. Je vous montrerai après comment utiliser les group runners. C'est ce qu'on va utiliser. Et si cette fois-ci, voilà. Donc là, je vais récupérer le token. Parfait. Parfait. Runner volume. Donc là, donc pour le runner volume, on va récupérer ça. Oups. On va dire, c'est l'ensemble des volumes dont, quand l'image va tourner, elle devra avoir accès, le plus important étant le soc pour moi. Le GitLab Runner Image, donc là, on va utiliser la dernière image fournie par GitLab. Et en termes de base image, ce qu'on va utiliser, c'est une image qui contient Maven. Et c'est tout. Et avec ça, on a fini. Donc, on va pouvoir tester ce qu'on a fait. Donc, on va sourcer. On va faire un TerraGrant déjà validé pour nous assurer que tout est bon. Yes, donc je veux qu'il soit créé, tout à fait. Ok, bon, là encore une fois, j'ai oublié, maintenant je peux oublier, valider mon nom color, pourquoi il me fait ça? D'accord. Donc, donc il y a quelques petits blocages. Ce qu'il dit, c'est que voilà, il faut
faut que je fasse un upgrade des... On va lancer cette commande-là. C'est pas grave. Si on va là et je fais would you like to... Yes. Ok, donc a priori ça a été upgradé. Je ne sais pas quel changement ça induit. Validate. Ok. Donc là, sans problème, c'est que depuis la version 13, il faut spécifier quelle version. Ah, j'ai pas défini de provider, c'est peut-être trop ça le souci. Ici, j'ai défini un. J'ai pas du tout défini de provider. Je définis ça. Je vais essayer de voir si ça marche ou pas. Donc là, il n'arrive pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est à l'intérieur même de Terraform, lui indiquer quelle version du provider on a besoin. Donc ici, on va partir sur ça. Après, ça c'est Docker. Après, je vais aller chercher ici string Docker. Donc c'est quelle version? C'est pas ça ce que j'ai besoin. Il faut qu'on cherche. C'est pas facile à trouver, hein. Donc là, on va essayer de voir maintenant. C'est ce qu'il nous dit ici. Je ne sais pas c'est quoi la version. Ah non, ça c'est... Ça je l'ai fait parce que je l'ai copié pour AWS. Ça c'est... C'est-à-dire super n'importe lequel. Bon.
pas si compliqué. Et maintenant, validate. Voilà, success. Voilà, la configuration elle est valide. Parfait. Bon, comme quoi, supérieur à 0, ça marche plutôt bien. Si je fais Terra Grunt Plan, ah oui. Donc là, le problème c'est quoi? Donc, c'est qu'il n'arrive pas à communiquer avec. C'est pas ça ce que je veux. Voilà, c'est ça. En tant que provider, il n'arrive pas à communiquer avec Terraform. Donc moi, ici, il faut que je lui dise que j'utilise le provider Docker, mais que c'est sur le port local. OK. Donc là, on va commencer par faire notre diagramme plan. OK. Là, c'est juste à lui dire. Donc, providers Docker. Docker. Parfait. OK. Init. Après une pause, je ne sais pas combien de temps, peut-être 1 heure. Donc j'ai cherché un petit peu partout et le problème venait du fait que Docker on va dire, ils sont en train de le ramener voilà, bon, en anglais. In order to establish the hierarchical namespace, Terraform now require explicit source information for any provider that has HashiCorp-maintained. Bref, donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est que voilà, on n'arrive plus à ce que donc on a donc donc notre code il est valide. Par contre, ce qui se passe, c'est que le plan ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive plus à il n'arrive pas à communiquer avec notre Docker local. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les settings. Donc là, on voit qu'il n'arrive pas à communiquer avec le 23.76. Et on voit que voilà, moi j'ai exposé le 23.75, pas 76. Donc maintenant, ici, juste, je vais lui dire que c'est le 75 et non le 76. Et voilà, maintenant tout est up to date. Et si je fais un docker ps, rien. Donc, apply. Donc là, je suis sur le runner. Pardon, docker. Apply. Détruire tout.
Donc là, j'ai un petit souci avec S3. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur S3. A priori, c'est pas bon. AWS console. Non. C'est quoi c'est pas mon identifiant. On va aller pour le récupérer où? On va le récupérer ici. Donc c'est celui-là. Là. Et maintenant, je vais lui dire que je cherche à avoir admin. Là. Thanks. Là. Je vais sur S3. Donc, what? Qu'est-ce que j'ai... Ah, d'accord. Qu'est-ce que je suis bête comme mes pieds. Donc, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai configuré ici le Terragant, au lieu de modifier ici juste le key, j'ai modifié aussi le bucket. Ce qui a causé qu'il m'a créé un nouveau bucket. Ce qui n'est pas bon parce que c'est pas du tout ce que je cherche à faire. Moi, je voulais garder tous les TF-state sous le même bucket. Donc là, j'ai fait les changements, je viens là, je reviens et je supprime celui-là, même s'il ne va pas accepter, parce qu'il n'est pas vide. Ah. C'est le nom de bucket que je dois écrire exactement comme c'est indiqué. Donc je reviens, je le sélectionne, je le supprime, confirme et c'est parfait. Maintenant, si je viens sur en parlant de ça, celui-là, est-ce qu'il y a un truc pour les propriétés? Normalement, je peux lui dire que j'interdis la suppression. Bon, je verrai cela dans une autre fois. Parfait. Donc si je fais mon Terragant, oui, parce que je l'ai supprimé, donc il est un peu confus parce que je lui ai supprimé son bucket et la configuration était dans le fichier, le dossier local de mon point Terraform. Par contre là, il ne veut rien créer, ce qui est bizarre parce que là, j'ai bien un module. Je lui passe bien ce module-là, cette ressource, donc il est bien configuré. Donc la source, elle est bien. Par contre, ici, j'ai bien le module. J'ai bien les deux data. J'ai bien la configuration et tout ça. Bon. Tout est bon. Bon.
c'est pas tout ça, mais ça marche pas. Bon, j'ai pas réussi là. Il n'a pas détecté comme si il y avait quelque chose à faire, ce qui est vraiment dommageable. Je vais essayer de vérifier juste que TF module. La brodeur, les variables sont bonnes. C'est bon, le provider c'est bon. En théorie, il devrait avoir compte aussi. Non, il y en a encore. Bon, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, c'est pas un succès. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va garder notre branche. Donc, checkout number fit IDD 005. Oui, parce que je l'ai déjà créé. Git commit -m, donc trying to add a get up runner. Git push, donc ça c'est fait. Et dans mon module, trying to add runner push. Voilà. Donc maintenant j'ai créé les deux branches. Je pense pas pouvoir avancer plus que ça en 1 heure de temps. À savoir que là la vidéo elle approche de l'heure. La continuité, prochain épisode, j'espère que voilà, on pourra débloquer, ou sûrement on pourra débloquer ces situations et on pourra ainsi avancer sur la mise en place d'un runner et le versionning donc du projet TF module. On va rapatrier aussi tous les modules qu'on a mis sur Foundation. On va les mettre sur ce module-là et une fois que cette partie-là est faite, qu'on a un versionning qui marche bien, on avancera sur la création d'un projet avec différentes briques pour déployer une solution, une application avec un front en Angular, un back en Node et API Gateway. Et voilà, donc on va avancer un petit peu comme ça. Merci à tous d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au passage, j'en profite. Je sais pas c'est quoi votre opinion, mais je vais essayer de faire une petite vidéo, je pense mercredi, dans laquelle je ferai une petite présentation des dernières actualités IT autour du cloud. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.